Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette dernière édition de la revue des Grandes Unes pour le compte de ce mois de juin et pour le compte de cette semaine avec nos invités qui sont déjà installés avec qui nous allons dans quelques instants revenir et revisiter, parler des Grandes Unes parues ce matin. Et pour l'instant, allons redécouvrir ces Grandes Unes avec tout d'abord la nouvelle expression qui ce matin s'intéresse à l'alternance et parle de Sembène Ousmane. Sembène Ousmane pour nourrir le combat politique. Sembène Ousmane, cet écrivain sénégalais, écrivain engagé, le leader de la libération du peuple noir dans les années de colonisation. Le combat de l'écrivain sénégalais Sembène Ousmane continue d'inspirer Yaoundé, qui vient d'abriter une semaine d'activité en sa mémoire, semaine d'activité axée autour des conférences, débats et des projections cinématographiques sur l'œuvre et la vie de cet écrivain sénégalais, modèle politique finalement pour plusieurs générations, avec autour de cette semaine qui visait la remémoration de la vie et de l'œuvre de l'écrivain sénégalais, ceci sous la coordination de la Société des Amis de Mongo Betty, avec de nombreuses pensées et citations de l'écrivain qui ont été mises en avant, notamment des citations et pensées qui visaient à valoriser l'homme noir. Dans l'obscurité, je cite, l'autre ne me voit pas, mais je me vois et je brille. En clair, il faut se définir soi-même, nous dit l'écrivain, et on te dit les différents panélistes repris par la nouvelle expression ce matin, il faut se définir soi-même et s'accepter pour s'émanciper et s'épanouir dans son être. Voilà donc pour cet article autour de Sembène Ousmane et cette semaine d'activité à Yaoundé en sa mémoire. La Coupe du Monde 2018 et les huitièmes de finale qui se jouent sans l'Afrique. Avec la sortie du Sénégal, le continent ne compte plus d'ambassadeurs en Russie. L'Afrique confirme une participation à la Coubertin qui disait l'essentiel est tout simplement de participer. Toujours en sport, même barre, Marc-Vivien Faux et la douleur vive 15 ans après. La famille nucléaire du footballeur camerounais de regretter mémoire n'a toujours pas réussi à digérer son décès survenu le 26 juin 2003 au stade Gerland de Lyon en France, avec la parole donnée ce matin à quelques membres de cette famille, notamment sa veuve Marie-Louise, qui a fait savoir donc que la douleur reste vive comme si c'était hier. Le journal L'Œil du Sahel s'intéresse à la présidentielle 2018 et titre sur ces diplomates et opposants. Qu'est-ce qui fait problème? L'interrogation barre la une de ce journal qui revient sur cette relation incestueuse entre certains diplomates, notamment américains, et nombre d'opposants déclarés candidats à la prochaine élection présidentielle. Le journal qui fait une transposition avec la situation du côté de la Russie, des États-Unis, avec ses soupçons russes d'ingérence dans la dernière élection présidentielle qui avait vu Donald Trump être porté à la Maison Blanche, et il y a deux pensées qu'il s'agit là tout simplement d'une connivence nauséabonde, puisque le journal rappelle l'une des dernières sorties de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Ballerin, avant sa prise de congé, sortie qui revenait sur un entretien avec le chef de l'État au cours duquel il avait conseillé à ce dernier tout simplement en filigrane de passer la main, une situation qui avait créé un tollé, certains qui avaient créé à l'ingérence des États-Unis dans les affaires du Cameroun. Le journal de fustiger tout aussi ces quelques opposants déclarés candidats à la prochaine élection présidentielle. L'attitude et cette connivence avec l'ambassade des États-Unis au cas où ces derniers venaient à être élus. Le journal pense il se soumettrait complètement à la puissance étrangère qu'est les États-Unis, ou que sont les États-Unis. Une situation donc que critique clairement et vertement le journal L'Œil du Sahel, qui nous propose quelques faits de société ce matin, avec ce soldat du Bir qui se donne la mort à Salak, ou encore ce bébé abandonné dans une église à Tibati. Le quotidien de l'école
l'économie. Lui s'intéresse aux infrastructures, comment le traitement des décomptes bloque les chantiers routiers. Des irrégularités sont observées dans le circuit de paiement des factures des entreprises en charge de la réalisation des projets du ministère des Travaux publics. Le Soir Tri-Hebdo s'intéresse ce matin au plan d'assistance humanitaire d'urgence et parle de la cagnotte de la région du centre avec 152 millions qui ont été collectés dans cette région du centre sous la coordination générale du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Les élites et forces vives de tous les 10 départements de la région du centre se sont rassemblés au cercle municipal de la communauté urbaine de Yaoundé le jeudi 28 juin dernier en présence du gouverneur Nasseri Paul Biya pour témoigner leur solidarité nationale et apporter leur soutien inconditionnel aux populations sinistrées par la crise anglophone. 152 millions, c'est la cagnotte donc collectée de ce côté-là. L'anecdote parle de logements sociaux à sa grande une et nous dit comment Boinchou plombe le projet de Paul Biya relativement à ces logements sociaux. Le messager, le messager qui titre sur le sommet de l'État et des 9 ans de Philémon Yon à l'immeuble Étoile. Le bilan donc de ce dernier, malgré un bilan discutable, le Premier ministre Philémon Young qui bat tous les records de longévité au poste, donc à ce poste, lui qui a été nommé le 30 juin 2009. Et sur le journal Le Jour, lui s'intéresse aux manuels scolaires, disponibilité des manuels scolaires, des éditeurs inquiets. Malgré la publication des listes, ils redoutent une indisponibilité des livres sur le marché à la rentrée scolaire. Le secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, quant à lui, rassure tout simplement dans les colonnes de ce journal. Mutation reste dans l'enseignement secondaire et la réforme qui trouble les esprits dès la rentrée scolaire prochaine. Le paiement des frais de scolarité d'examen se fera par mobile money. Mystère autour des modalités de mise en œuvre de cette innovation. Réaction des parents et enseignants, réaction mitigée à lire à la page 9 de ce journal. Et puis on termine avec Info Matin qui nous parle de la SCDP Sauvetage. Le nouveau directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers sera connu ce jour. Sauf changement, le successeur de Gaston Elundou Essomba sera dévoilé au cours d'un conseil d'administration extraordinaire qui se tient dès 10 heures, donc du côté de Yaoundé. Voilà qui nous permet de sortir et de donner la parole à nos invités. Camille Nélé, bonjour. Éric Martial Jomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout bonjour à tous les fans de la revue des Grandes Unes. Mais je voudrais m'émouvoir un peu ce matin au sujet de cet homme que je connaissais bien, qui est mort avant-hier à Daïdo. Et vous savez pourquoi et comment il est mort? Dans un état de santé particulièrement catastrophique. On le prend pas pour l'amener à l'hôpital, mais pour l'amener dans une église. Il a passé 2 jours à l'église, au moment où sa famille, un peu plus proche, l'un des membres de sa famille plus proche, constate qu'on ne l'a pas amené à l'hôpital, mais il est plutôt en train d'agoniser dans une église. Il est allé le chercher, il l'a amené à la cantine, il est mort là-bas. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais comment, en plein 21e siècle, les gens pensent encore qu'on peut guérir par la prière. Ça, c'est une pratique d'il y a 3000 ans. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les progrès de médecine, on peut penser que si vous êtes malade, on vous amène à l'hôpital? Moi, j'ai dit à quelqu'un que prenez 2 personnes, coupez la main de 2 personnes avec des machettes, amenez l'une dans une église, amenez l'autre à l'hôpital. Vous verrez que celle de l'église va mourir. Mais comment peut-on encore penser et croire dur comme fer, comme pasteur, avec des prières, des incantations, va vous guérir? C'est tout simplement malheureux pour notre pays, le Cameroun, où aujourd'hui les gens pensent, à cause de ce prosélytisme incendiaire, pensent que les prières peuvent guérir quelqu'un. Allez, il s'agit là de dogme et de croyance, tout simplement, mon cher Camille. Alors, Georges Sémé, bonjour, bon vendredi, bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Jomo, bonjour aux doyens, et bonjour à tous les accros de la revue des Grandes Unes. Et puis, on vous démarre donc cette revue, ou ces commentaires de une, avec la Coupe du Monde qui revient, en tout cas petite une dans plusieurs journaux. Les 8e de finale qui vont se jouer sans l'Afrique, nous dit la nouvelle expression ce matin. L'Afrique qui a une participation
peut-être déshonorante. Le journal La Nouvelle Expression pense que finalement, pour l'Afrique, il s'agit d'une participation à la Coubertin, ou selon qui l'essentiel, c'est de participer. Oui, mais l'essentiel, c'est de participer. C'est sur une note triste, sur un air triste que La Nouvelle Expression constate que le deuxième tour va se jouer sans l'Afrique. Et nous voici retournés à la période avant 1990. Vous savez très bien que c'est avec le Cameroun qu'en 1990, un pays africain a pu franchir pour la première fois le deuxième tour. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, malgré la qualité de nos équipes, on se retrouve tous en train de rentrer à la maison. Toutes nos équipes se retrouvent en train de rentrer à la maison sans avoir pu accéder au deuxième tour. Bon, les causes, elles sont connues. On a vu que nos équipes manquent encore un peu de réalisme. Nos équipes n'ont peut-être pas encore le niveau mental, pas technique, mais mental, parce que dans cette compétition, on a vu des Africains qui brillent dans les championnats européens et même un peu partout à travers le monde, mais qui ont été confrontés aussi à d'autres grands professionnels. Mais seulement, ce qui nous tue, ce qui a tué la majorité de ces pays, c'est que leur défaite est survenue dans les 5, 10, 15, 20 dernières minutes, alors que nous représentants avaient tenu la dragée haute. Alors ça veut dire qu'on a encore un problème de mental, on a encore un problème de finition, on a encore un problème de finition, de réalisme. Il est vrai, il y a aussi d'autres petits reproches que l'on peut faire à l'arbitrage, vous le savez très bien, notamment avec ce penalty du Sénégal. C'est penalty. Ouais, c'est quasiment tous les pays, le Nigeria, le Maroc, même le Sénégal, qui ont été flagrants, qui ont été refusés de manière flagrante par l'arbitrage. Malheureusement, on sort, on doit en tirer nous devrons en tirer toutes les leçons et certainement préparer davantage avec un peu plus de force. La prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler du côté du Qatar dans 4 ans. Alors, le journal Le Messager, justement s'inscrivant dans cette logique de retour quelque peu prématuré et assisté, dit que toutes les équipes africaines renvoyées, Georges Sémé. Oui, ça tranche un peu net avec la vision de nos amis de La Nouvelle Expression qui pensent que c'était une participation à Coubertin qui traduit que l'essentiel c'était de participer. Une vision pour laquelle je ne partage pas du tout, mais parfaitement d'accord avec le messager qui pense qu'on a été renvoyé. Donc ça cache qu'on y était allé, les Africains, les équipes africaines y étaient allées pour la gagne, même si on n'espérait pas qu'elles atteignent la finale, mais quand même elles devaient en réalité passer le cap des huitièmes de finale. On a vu des équipes qui avaient un bon niveau. Je parle du Sénégal et du Nigeria qui ont déployé un jeu assez plaisant. Et pour prendre le cas du Sénégal, qui n'a été écarté que sur un fait textuel, en ce qui concerne l'élimination par fair play ou alors par carton jaune. Pourtant, elle a montré un bon niveau de jeu, également pour le Nigeria, qui a été éliminé alors qu'elle avait le match entre ses mains. Mais malheureusement, aux 4 dernières minutes, elle a manqué de maturité, de maîtrise et elle s'est fait rattraper et gagner. Pour les autres équipes, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, je pense que pour la Tunisie et l'Égypte, elle manquait de niveau. Parce que leur poule était des poules abordables, contrairement à la poule du Maroc où on avait quand même 2 mastodontes du football mondial, le Portugal et le Portugal. Donc, on y allait pour la gagne. Malheureusement, les textes sont durs, mais c'est une réalité. Le Sénégal n'a pas pu franchir le cap des huitièmes de finale. Et c'est inédit. Ce n'est pas arrivé depuis 1982, à l'époque où aucune équipe africaine n'avait franchi le cap des huitièmes de finale. Mais les années d'après, on a vu plusieurs équipes qui avaient dépassé ce cap. En 2018, malheureusement, avec un bon niveau, aucune équipe africaine n'a pu franchir ce cap. Donc il ne s'agissait pas d'une participation juste pour participer, mais on y était allé pour gagner. Et c'est sur des détails que les équipes africaines ont finalement été renvoyées sur le continent. Voilà, des équipes africaines qui devront tout simplement mieux se préparer, comme le disait tout à l'heure Camille Nélé, pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Et on évolue avec ce plan d'assistance humanitaire qui revient donc dans quelques journaux. Le journal Le Soir, par exemple, nous parle de 152 millions de francs CFA qui ont été collectés dans la région du centre, pendant que de plus en plus les voix s'élèvent pour critiquer
cette démarche et cette action du gouvernement Kaminele? Oui, comme Ilia Kanga, qui lui se dit que voilà encore une opération inopportune et qui va se muer, qui a tous les gens de se muer en escroquerie populaire et qui critique bien évidemment la politique du gouvernement Biya qu'il qualifie qu'il accuse d'accumuler les plans d'urgence. Il faut dire que, et moi je l'ai souvent dit, que l'idée de mettre sur pied un plan d'assistance aux réfugiés était bonne. Elle est bonne, mais seulement matériellement, elle est matériellement réalisable actuellement. Actuellement parce que vous ne pouvez pas dire que pendant que ça chauffe encore, pendant qu'il y a encore la guerre, pendant que les insurgés, pendant que les groupes armés sont encore sur place, qu'on fasse croire qu'on va ramener les populations. Va-t-on les ramener de force? On va reconstruire les maisons. Va-t-on reconstruire les maisons pour que ces maisons soient détruites 2 ou 3 jours plus tard? En fait, le principal préalable pour mettre en place, en marche ce plan d'urgence, c'est qu'il y ait pacification, il n'y ait plus de désordre. Or, ce n'est pas encore le cas. Et il y a comme beaucoup de Camerounais le pensent aussi. Bon, d'un autre côté, moi je trouve que ce Ndjangui national qui a été initié par Paul Biya n'est pas une si mauvaise chose que cela, mais seulement à la longue. Quand on regarde comment ça se passe, comme nous avons vu hier à la télévision, avec l'opération de collecte dans le centre, où on a vu des personnalités venir avec des sacs entiers d'argent, avec des gros paquets d'argent, avec de grosses enveloppes, et on a vu une montagne de billets de 10 000 dans un pays où les Benskin gagnent 2500 francs par jour. Ça fait un peu obscène, ça fait un peu déplacé. Vous comprenez? On ne dit pas non pour l'opération de cotisation et de collecte de tout ce que vous voulez, mais montrer à la télévision ces tonnes d'argent, hein, ces monticules d'argent pour lesquels vous voyez des personnalités venir avec un sourire en se tenant le ventre pour venir déposer un sac où on sort 1 million, 2 millions, 3 millions. Moi je trouve ça un peu obscène, je trouve ça un peu déplacé dans une situation dans laquelle on ne sait pas exactement à quoi va servir cet argent et comment il va te servir. Quand on regarde maintenant que dans une région comme le Sud, qui elle-même a des problèmes de voies de communication, un problème de voie d'accès et tout ce que vous voulez. On a fait une collecte de 162 millions, je crois. 162 millions de francs, et on nous dit que le président de la République lui-même aurait apporté sa participation. Sa modeste contribution de quelques dizaines de millions de francs. On va se demander, tout ça, c'est bon, mais 3 points de suspension. Mais, alors, le mais, pour vous, Georges Sémé. Le mais, c'est que comme beaucoup d'observateurs, cette opération a été d'abord saluée parce que c'était quand même une opération à laquelle il fallait s'attendre du gouvernement camerounais qui était harcelé de toutes parts par la communauté internationale de ne pas trop assister ces déplacés qui étaient du côté de Nigeria et ceux qui sont même restés sur le territoire camerounais. Donc pour moi c'est une action salutaire que je salue comme les autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec certains qui pensent également que on pourrait revoir cette façon d'assister, d'assister humanitairement ou matériellement les sinistrés de la crise anglophone. Certains pensent qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Certains disent qu'on apporte une solution humanitaire à un problème politique. Je suis aussi tout à fait d'accord avec eux. Et d'autres pensent qu'on n'a pas choisi la bonne personne pour coordonner l'opération. Je suis également tout à fait d'accord avec eux. Et Kaminele le disait à propos tout à l'heure, comment va être utilisé cet argent? À quoi va-t-il servir? Même si les grandes lignes de dépenses ont déjà été définies, mais est-ce que lorsqu'on se rendra sur le terrain, il sera facile de démobiliser cet argent afin que ça atteigne véritablement les cibles? Donc il y a plusieurs interrogations qui confortent le mais qui a été posé tout à l'heure par le doyen, mais je pense que globalement c'est une bonne opération. Et au-delà de l'aspect folklorique relevé par le doyen tout à l'heure qui disait qu'il y a certaines personnes qui arrivent avec beaucoup d'argent, un aspect folklorique qui crée un certain malaise ou alors une certaine provocation à l'endroit de ceux qui pensent qu'ils auraient pu bénéficier aussi d'une telle manne. Au-delà de ça, l'opération qui a été lancée, je crois qu'elle est bonne et les 12 milliards ne seront pas difficiles à être mobilisés puisqu'il y a beaucoup d'argent. Oui. Il y a beaucoup d'argent, mais maintenant, la mise en œuvre du plan, dans les poches, dans les maisons, dans les comptes, il y a beaucoup d'argent. Dans les plafonds. On note que l'administration de façon générale a pris cette opération à son compte. Tous les gouverneurs de région se mobilisent pour organiser ces collectes dans leur région. On a parlé là du cas du centre, on annonce l'ouest, on annonce le littoral, on annonce, mais avec à chaque fois les gouverneurs et les élites
de ces différentes régions qui reviennent pour montrer leur magnanimité à travers ces nombreux billets de banque, l'administration au cœur de l'action à ce niveau-là, Kamineri? Magnanimité, non, moi je dirais plutôt solidarité. C'est vrai, il faut que les gens, les Camerounais soient solidaires. Vous savez que les Camerounais savent être solidaires. Mais vous savez que l'une des premières expériences de cette solidarité et de cette solidarité nationale, ça a été en 1994, avec ce Ndjangi national qu'on avait fait pour les Lions et l'argent qui s'est volatilisé entre deux avions. Et aujourd'hui, quand on voit l'administration au four et au moulin, oui, cette administration est là pour matérialiser la volonté du chef de l'État, la décision du chef de l'État de procéder à quelque chose. Cette administration n'a pas le choix. Les élites, bien entendu, n'ont pas le choix non plus, parce que on va vous demander, attendez, toi, on t'a nommé ministre ou directeur ou président du conseil d'administration, pourquoi? Il faut bien que cela démontre que non, on n'a pas une équerre au coude. Mais finalement, je le dis parce que finalement, ça ressemble plus à une opération exclusivement, ou alors essentiellement, voilà, c'est l'adverbe qui convient, de l'administration. Mais, bien entendu, puisque c'est l'administration qui la gère. L'idée ne pouvait pas être gérée par un privé. Elle ne pouvait pas non plus partir de particuliers ou de privés ou de personnalités de la société civile. Impossible. Quelle est la personnalité de la société civile qui aurait pu mobiliser autant de fonctionnaires, autant d'élites pour venir verser de l'argent? Mais tandis que sous la supervision d'un gouverneur de région, c'est très bien que c'est le patron de la région, c'est le patron de l'administration de la région, c'est le représentant personnel de Paul Biya. Ça donne de la crédibilité. Mais la finalité, et c'est là que moi je suis en train de dire à Georges Sémé que je suis d'accord avec Georges Sémé et tous ceux qui pensent que cette affaire était bien pensée, mais seulement moi j'avais dit ici qu'on avait jeté le manche avant la cognée. Hein? On a mis la charrue avant les bœufs. On aurait d'abord pu commencer par respecter le préalable, c'est-à-dire qu'on mette que la paix soit revenue, la paix sociale soit revenue, la paix des cœurs soit revenue, que le traumatisme des populations disparaissent pour qu'elles puissent revenir sans crainte dans leur maison. Mais moi, j'ai toujours un doute, et Georges Sémé va commencer, va me ramener certainement la provocation qu'il m'a faite la semaine dernière en me disant oui, vous aimez bien M. Tangandji, parce que quand ils disent toujours que il y a un problème sur la personnalité qui doit coordonner cela. Coordonner, ça veut dire quoi? C'est pas la personne qui garde cet argent, c'est pas la personne qui donne des orientations, mais c'est la personne qui était le plus indiquée, étant elle-même le ministre de l'administration territoriale, donc le patron du territoire. Moi, je ne vois aucun mal là-dedans et je ne vois pas pourquoi les gens estiment qu'il ne peut pas gérer cette situation parce qu'il avait dit qu'il n'a pas de problème. C'est un faux débat. Un nombre important de personnes le pense en tout cas. Il le pense, mais est-ce que c'est là le problème? C'est l'opinion. L'opinion de chacun. Le débat n'est pas ce niveau. Moi, je pense que l'idée de matérialiser cette volonté de Paul Biya, elle est là, elle est en train de s'agrandir tous les jours. On voit les gens cotiser, on voit même des gens manipuler des sommes énormes d'argent à la télévision. Bon, alors, on va évoluer puisque on évoque la crise anglophone. Il faut dire que l'un des acteurs majeurs, en tout cas l'un des dignes-fils originaires de ces régions anglophones, est à la primature depuis 9 ans déjà. Le journal Le Messager, qui en parle ce matin, estime que Philémon Yan lui a battu tous les records. Lui qui a été porté à ce poste le 30 juin 2009. Tous les records, en tout cas celui de la longévité, par exemple, est battu par ce dernier, et Le Messager qui parle de bilan discutable de Philémon Yan sur ses 9 ans à la primature. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu en tant que Premier ministre. Il tient des conseils de cabinet. Il est plus l'action gouvernementale qui est déterminée par le président de la République. Mais sur les faits, réellement, on ne sent pas cet impact du Premier ministre qu'on voudrait voir. Vous avez dit qu'il a pris le premier bail en juin 2009. Ouais. Il a été renouvelé, je crois, en 2012, après 2015 et en 2018. Et à une certaine époque, la presse disait même qu'il avait rendu sa démission, qu'il avait rédigé une demande de démission parce qu'il en avait marre d'être foulé au pied par certaines personnes qui se sentaient plus puissantes que lui. Certains ministres, pas des personnes. Certains ministres qui se sentaient plus puissantes que lui. Après le recoupement, ça s'était avéré vrai parce que c'était un Premier ministre à la petite semelle et qui n'avait pas un réel pouvoir de décision sur certaines fortes personnalités qui constituent un entourage du chef de l'État. Mais je pense que il a su tenir contre vent et marée. Il a déjà fait 9 ans et c'est un bilan discutable.
un bilan discutable parce qu'on ne sent pas cette véritable impulsion de l'action gouvernementale, même si de temps en temps, à la fin de chaque mois, il tient des conseils de cabinet, mais on voudrait vraiment que cette action soit perceptible par les populations. Il y a un autre aspect, c'est celui des feuilles de route gouvernementales, ministérielles. Ça avait été impulsé par le président de la République et le suivi devait être assuré par M. Yang, mais jusqu'aujourd'hui, je crois depuis 2014, on n'en parle plus. Or, ça allait être un bon baromètre pour juger l'efficacité de l'action gouvernementale. Donc, je suis parfaitement d'accord avec nos confrères qui disent que non seulement il a battu les records de longévité, mais il a un bilan absolument discutable. Il jouit d'un bilan absolument discutable. Alors, à comparer Philémon Yang avec d'autres premiers ministres en termes d'efficacité, Camille Nélé, que direz-vous? Mais que pouvez-vous attendre d'un Premier ministre dans un régime présidentiel? Nous sommes dans un régime présidentiel. Vous avez vu des premiers ministres dans ce pays prendre des initiatives. Georges Sémé vient de relever un exemple simple et banal. C'est-à-dire que les feuilles de route, on en a parlé à grand fracas dans les journaux. Bon, mais seulement, on n'a pas beaucoup vu M. Yang, finalement, actionner ou bien booster cette politique de feuille de route. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide. On a balancé le concept, on a commencé à l'agiter comme un slogan, et puis basta. Ça continue, on retourne, ça continue comme en l'an 14. Seulement, vous relevez que M. Philémon Yang a battu le record de longévité au Premier ministère, mais il a aussi battu le record de longévité dans les allées du pouvoir, parce que son premier grand poste, c'était ministre de l'eau et de l'énergie en 1974. Vous comprenez? Ça veut dire que, et entre-temps, il a eu plusieurs fois la charge de plusieurs Marocains, c'est-à-dire que dans ce gouvernement, c'est le plus ancien ministre de Paul Biya, depuis 1982. Mais même depuis Amadou Ahidjo, il a été ministre depuis Amadou Ahidjo. Donc, ne comptez pas seulement les 9 ans. Il est là, aujourd'hui, à l'intérieur du gouvernement camerounais, il y a lui, qui est le plus ancien, et il y a aussi de l'autre côté M. Niad Djifendji. Bon, pour quel résultat semble dire le message aujourd'hui? Le fait de dresser un bilan de ces 9 ans de Philémon Yang à l'immeuble Étoile, mais aussi au devant de la scène, le rôle du Premier ministre dans notre pays, Georges Sémé. Le président de la République détermine l'activité, l'action du gouvernement. Et cette action est mise en place par le Premier ministre. Et comme je le relevais tout à l'heure... Théoriquement? Oui, théoriquement, bien évidemment. Comme je le relevais tout à l'heure, le Premier ministre camerounais semble quelque peu confiné à certaines tâches qui ne cadrent pas avec son action. Vous savez qu'il existe un certain volet des projets du renouveau qu'on appelle les chantiers structurants, mais ces projets lui échappent totalement et c'est confié à une personne dont je ne sais pas le nom ici. Voilà, et ce qui a suscité même à une certaine époque ce sentiment d'abandon de la fonction du Premier ministre qui voulait l'amener à démissionner. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Mais je pense que après avoir été confirmé plusieurs fois, il a repris son autorité. Et malheureusement, il ne l'implémente pas tel qu'on voudrait le voir sur le terrain. Il devrait être un Premier ministre de poigne, un Premier ministre qui donne des instructions et que ces instructions soient appliquées. La petite anecdote sur cette petite rébellion que faisait Amatou Mouna, au-delà du lien familial qu'ils entretiennent, mais elle était encore ministre des Arts et de la Culture. Elle s'est manifestée par une petite rébellion à l'encontre du Premier ministre et ça a créé un certain malaise au sein du gouvernement. Et M. Yang en a été véritablement frappé et il a vu son autorité effritée, ce qui apportait un peu des ordres dans l'équipe gouvernementale, mais malgré tout ça il a été confirmé. Est-ce que c'était la bonne personne en tant qu'en qualité de Premier ministre? Parce que je sais quand même qu'il y a des personnes qui sont techniquement mieux capés que M. Philémon Yang et qui peuvent assumer la fonction de Premier ministre, mais malheureusement le M. Biya qui décide, il a accepté de le reconduire et malheureusement pour quel résultat? Parce qu'on ne sent pas l'impact de son action gouvernementale dans le sac le panier de la ménagère, dans nos casseroles ou alors dans les poches des fonctionnaires. Donc, peut-être avec ce prochain gouvernement qui se profilerait à l'horizon, on n'aura pas de gouvernement Yang 5. Alors, bon, peut-être, comme vous le dites si bien, sur un point important qui mine le Cameroun depuis 2 ans, la crise anglophone. C'est un Premier ministre, en tout cas issu de l'une de ces régions, comme de nombreux prédécesseurs. On s'attendait aussi à le voir réussir à ce niveau-là, mais c'est échec total aussi. Échec total tout simplement parce que son image ne passe pas du côté de sa région d'origine. Son image ne passe pas et sa parole n'a pas
d'autorité, peut-être parce qu'on estime qu'il a été nommé Premier ministre par Paul Biya et lui-même n'a pas formé son gouvernement. Le gouvernement qu'il dirige a été formé par Paul Biya. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Il ne peut pas avoir barre sur ces ministres qui n'ont pas été nommés par lui, mais par le président de la République. Ça veut dire qu'ils ont tous été nommés dans la même charrette, mais seulement lui, il n'est que le premier, c'est tout. Seulement, pour revenir à ce désamour entre lui, et entre sa région d'origine et lui, on sait très bien que quand les troubles ont commencé du côté du nord-ouest, il est descendu au nord-ouest, on l'a pratiquement hué. Les populations l'ont hué. On dit que non, c'est pas toi qu'on attend. Pourquoi? Parce que, certainement, parce qu'avant cette crise-là, on ne l'avait jamais vu sur le terrain de sa région pour venir soit expliquer un certain nombre de choses, soit impulser un certain nombre de choses. C'est pour cela que son image ne passe pas tellement. Mais qu'est-ce que vous voulez, le chef de l'État estime que c'est l'homme qu'il faut là. On ne peut pas discuter ses choix. Sur la crise anglophone, Georges, rapidement. Bien, je pense que ce n'était pas l'homme indiqué à aller parlementer avec les populations anglophones, mais il faisait partie de ce groupe de personnes que M. Biya voulait envoyer sur le terrain. Voulait envoyer et a envoyé sur le terrain. Et malheureusement, ça s'est soldé par un échec puisque rien n'a avancé et on est toujours dans le statu quo. Donc, je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule. Malheureusement, il y a eu cette opération d'assistance humanitaire d'urgence et on a encore repris une personne qui n'est pas très aimée dans la région anglophone pour coordonner cette opération. Donc, je pense qu'on est en train de tourner en rond et je suis d'accord avec ceux qui pensent que on a mis la charrue avant les bœufs et qu'il faut d'abord trouver des solutions politiques avant de placer une action humanitaire et d'aide matérielle. Donc, je sais, mais vous êtes de ceux qui pensent, comme m'a titré un journal, que Paul Biya, le plan d'urgence court dans le sac. Oui, c'est Europe plus. Allez, terminons avec la une de l'œil du Sahel qui s'intéresse à ces diplomates, et en tout cas à cette relation incestueuse entre certains diplomates et certains opposants. Qu'est-ce qui fait problème? L'interrogation de l'œil du Sahel qui semble quelque peu adouber ces journaux qui, en début de semaine, ont clairement donné une information, par la suite démentie sur cette connivence et cette assistance financière à quelques-uns de ces candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle, en tout cas les plus en vue. Vous savez, cette information ébouriffante a évidemment suscité une énorme polémique dans notre pays aujourd'hui. Le fait de constater que trois des principaux candidats déclarés jusqu'à présent pour la présidence de la République seraient allés chez l'ambassadeur américain pour aller chercher de l'argent. Est-ce qu'on les avait sortis avec des sacs banjok? Le problème se pose là. Est-ce que qui a assisté à cette conversation entre eux? On peut toujours se poser la question. En tout cas, l'ambassadeur américain a fait un communiqué à travers lequel il démontre cette information publiée et relayée par beaucoup de journaux, et l'honorable Joshua aussi, bien entendu, a exercé son droit de réponse en disant que c'est pas possible et que c'est un gros mensonge développé dans les journaux. Bon, l'œil du Sahel aujourd'hui qui reprend cette pluie d'accusations est un peu plus subtile. C'est-à-dire que l'œil du Sahel recense tous ces journaux, tous ces titres, et donne des titres, fait un petit commentaire sur chacun des titres de ces journaux, mais seulement sa conclusion, il retombe comme un chat sur ses pieds en disant que non, cette affaire-là, on peut se poser des questions sur une éventuelle connivence entre les ambassadeurs, les chancelleries et les candidats à l'élection présidentielle. Notamment de l'opposition. Donc l'œil du Sahel, à travers son article, a fait le grand écart. Georges. Un vrai grand écart, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on dise diplomate opposant, comme s'il y avait une certaine relation diplomate opposant. Non, c'est pas du tout vrai, parce que au vu du communiqué du porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est libre de rencontrer qui il veut. Il l'a fait avec certains membres de l'opposition, mais il a également fait avec... Mais l'œil du Sahel pense que on peut transposer cette affaire avec le cas des États-Unis, où on soupçonne justement la Russie d'avoir cette ingérée, ou aux États-Unis aussi, où les ambassadeurs et les candidats à l'élection présidentielle, de telles rencontres peuvent susciter de la polémique. Oui, vous avez abordé l'attention en parlant des élections américaines où on soupçonne la Russie d'avoir orienté les résultats, mais on reste dans le contexte camerounais où depuis la visite, l'audience qu'a accordé le président Paul Biya à l'ambassadeur américain le 17 mai, ensuite ses propos qui ont été interprétés comme des propos d'un opposant au régime de Biya, et ensuite une rencontre où il y avait des opposants, mais également un représentant du gouvernement, M. Kiko Rohona, et la presse s'est
j'étais en conjecture en disant qu'il y avait certainement un lien entre diplomates en général, puisque le titre de l'œil c'est le titre diplomate, et les opposants, non, c'est juste de la manipulation de l'information. Et parmi ces journaux, personne n'a amené la moindre preuve que certains opposants auraient reçu de l'argent de l'ambassadeur des États-Unis. Et moi, je pense que il faut être sérieux quand on rend ce type d'information qui est extrêmement délicate. Malheureusement, certains journaux de l'autre côté des Yaoundé ne font plus du journalisme, foulent la déontologie et l'éthique professionnelle, malheureusement. C'est peut-être pour cela, Jean Sémé, en 30 secondes, qu'on peut revenir même sur les propos de l'ambassadeur américain. Au sortir du palais d'études, il a dit qu'il a demandé au président Biya de penser à son héritage. On a transporté cela, on a dit que non, il lui demande de partir. C'est une ingérence. En disant de penser à son héritage, ça veut dire que le moment où vous devez partir, il faudrait déjà, à partir du moment, maintenant, commencer à savoir ce que vous allez laisser, comment est-ce que vous allez laisser ce pays, puisqu'il partira un jour. Mais immédiatement, on a pris cela dans un sens d'opposition trivial en estimant que non, il a manqué de respect au chef de l'État, lui a demandé de partir. Non. Il lui a dit, pensez à ce que vous allez laisser. Et moi, je pense que le quiproquo vient de là et il est maintenant amplement... De l'interprétation qui a été faite par de nombreux journaux et des tiers groupés, en tout cas qu'on a observé par la suite. Merci Camille, merci à vous Georges, merci à vous qui nous avez regardé tout au long de ce mois de juin. Madame, monsieur, on prend rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous en compagnie des programmes de Kinox Télévision. Au revoir.